Salam alaikum, wa marhaba bikum ala Khibra Podcast. Premier podcast algérien parlant de business et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un ami. Un ami que je connais de longue date, un ami qui a le même âge que moi, un ami chez qui j'aime bien, avec qui j'aime bien manger des chapatis. Je vous présente le grand, l'unique, l'exceptionnel Mehdi Atmani, qui, oh là là, qui va nous parler aujourd'hui d'investissement. Je ne vous présenterai pas Mehdi parce que je sais que beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de gens le connaissent. Donc, moi, je ne le présenterai pas. Par contre, il se présentera lui-même. Il vous parlera un petit peu de ce qu'il va présenter. Il va vous donner en détail. Je vous explique pourquoi la thématique de l'investissement aussi. Hello Asma, hello Salah, hello Dunia. Donc, je vous parle un petit peu de la thématique d'investissement et je le laisse se présenter. Donc, pour moi, la thématique d'investissement, c'est que dans la société algérienne, on parle beaucoup d'investissement. Hada rahi investir, hada rahi dir hakda. Mais à côté, il n'y a personne qui sait vraiment ce que c'est que l'investissement en Algérie. Je crois qu'il n'y a pas d'investisseurs en Algérie au sens Ah, propre du terme. on va commencer par On va commencer par ça. Du coup, je te laisse te présenter, Mehdi, et tu nous parles un petit peu de ce que tu vas faire aujourd'hui. Allez, bon, c'est parti. déjà juste pour commencer, on avait partagé ensemble qu'un seul chapati, hein. Comme Welfen, etc. Non, on fait très attention à nos lignes. Bon, salam alaikum, Azul Flawen. Merci beaucoup, Anis. Comme tu as dit, on a le même âge, on a grandi en quelque sorte ensemble, et je trouve que c'est très intéressant de voir l'évolution de chacun dans des domaines très connexes, très reliés l'un à l'autre, mais tout aussi différents. Et je pense que c'est là aussi l'une des forces de ta magnifique initiative qui est Khibra, c'est que tu as réussi à créer un catalyseur d'énergie. وين عندك عندك des jeunes, des moins jeunes, des personnes اللي حابين يقرعجوا برك c'est quoi de l'entrepreneuriat, d'autres personnes qui sont déjà entrepreneurs, d'autres personnes ils veulent entreprendre, ils savent pas comment entreprendre, des personnes comme moi, comme toi, tu les as mis ensemble dans un melting pot et je trouve ça juste excellent. À la fois c'est excellent, à la fois ça rend l'intervention moi ainsi que je pense les personnes qui ont intervenu avant moi et les personnes qui vont intervenir après moi assez difficile parce qu'on ne peut pas aller dans le spécifique, on peut pas aussi rester très large, donc il faut trouver le juste équilibre. Donc ça va être un exercice assez difficile que j'espère pouvoir être à la hauteur de tes espérances à toi, Anis, et aux espérances du public. Bah, écoute, je n'en entends pas moins de toi. Depuis le temps quand même, je sais ce que tu peux donner comme plus-value. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter à tout le monde, s'il te plaît, pour ceux qui ne savent pas, même si je l'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais qui c'est Mehdi Atmani, il fait quoi dans la vie? Connaissez bon, bro. Les nouvelles générations, alors, Mehdi Atmani, algérien, maghrébin, africain, amazigh, affilié à l'arabité, très attaché à son côté méditerranéen. Et j'ai passé une bonne période de ma carrière dans un domaine assez spécifique qui est le domaine de l'éducation dans le terme du business, c'est-à-dire d'apprendre à des jeunes et même à des moins jeunes qu'est-ce que le business plan, etc., etc., de vulgariser tout cela, c'est-à-dire le domaine de l'éducation, mais avec le secteur du business. Et là, actuellement, je suis dans le côté complètement inverse, c'est que je suis dans le business de l'éducation, dans le sens où je travaille dans une entité où on investit dans l'éducation, dans les nouvelles technologies qui se rapportent à l'éducation, ou ce qu'on appelle communément la EdTech, qui est la Education and Technology, the EdTech sector. Génial. Donc, du coup, on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler déjà de l'EdTech en général pour que les gens savent un petit peu ce que c'est et en même temps la relier un petit peu pour faire ta transition vers l'investissement en général pour qu'on puisse comprendre un petit peu les tenants et aboutissement justement. Absolument, ça va de soi. Alors, la EdTech, la EdTech, c'est-à-dire l'éducation et la technologie, c'est un marché qui est assez grand en termes de chiffres. Quand je parle de chiffres, je parle d'argent. C'est-à-dire que c'est un business, ce sont des business qui rapportent énormément avec un capital de démarrage qui est quand même qui n'est pas très important. Mais ensuite, il faut pas se leurrer. Au jour d'aujourd'hui, en Algérie, je n'ai pas encore rencontré des solutions tech. Les leaders des solutions tech, on a énormément aux États-Unis, c'est les précurseurs dans ça.
On a quelques-uns en Europe et on a récemment, surtout avec le début de cette pandémie, on a une émergence, un boom incroyable de la high-tech sur le marché indien. Donc voilà. Ensuite, la EdTech, le secteur du EdTech se sépare en trois grandes parties. La première partie, c'était les solutions technologiques pour l'éducation, pour ceux qui sont dans le préscolaire, primaire, CEM, lycée. Je vais vous donner un titre d'exemple. Il y a une entreprise qu'on aime énormément chez nous, qui s'appelle Immersed Game. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font en quelque sorte Derasat al-Wasat, version américaine, Derasat al-Wasat, mais via un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo avec des dragons, etc., où tu avances pour tuer un dragon, il faut réussir, etc. Donc, ce sont des solutions technologiques qui ont pour but l'éducation. Donc, tout ce qui est le secteur, comme j'ai dit, le préscolaire, le primaire, le CEM et le lycée. Ensuite, il y a l'autre secteur qui est le higher education. Le higher education, c'est-à-dire les universités, les instituts de formation, etc. Alors, c'est des solutions aussi, ça peut être des solutions de comment gérer des cours à distance, comment corriger des copies à distance, comment faire du peer learning. Le peer learning, c'est-à-dire comment un étudiant peut apprendre d'un autre étudiant et l'autre étudiant encore d'un autre étudiant au sein d'une même université, mais aussi au sein d'un réseau de plusieurs universités. Donc, c'est ce genre de solution qu'on essaie de trouver, de financer et d'aider dans l'éducation supérieure, dans les études supérieures. Et enfin, la troisième partie de la EdTech, qui est le workforce, c'est-à-dire toutes les solutions business, toutes les solutions telles que, à titre d'exemple, par exemple, Zoom. On peut lui faire de la pub, je pense. Il n'a pas besoin de pub. Donc, Zoom est l'une des solutions qui, à la base, a été créée pour pallier à un manque d'éducation, en quelque sorte, dans le domaine du travail. Comment faire des formations, comment faire des team meetings, comment réunir tous ces sales, tous ces commerciaux et pouvoir avoir un échange assez intéressant avec eux. Et dans ce cas-là, dans le cadre de la EdTech dans le workforce, il y a une certaine émergence depuis le début de cette crise, parce qu'il y a il y a tous les indicateurs qui disent que il y aura une transition. Pour revenir à la question que tu avais posée tout à l'heure justement sur LinkedIn, tous les indicateurs disent qu'il y a déjà d'énormément de temps d'argent qui sont en train d'être investis depuis le tout premier jour du confinement sur les solutions utilisant l'intelligence artificielle pour pallier justement à tout ce qui est management skills, etc., suivi qu'on perd via l'utilisation des solutions technologiques telles que Zoom par exemple. Et à partir de là, donc il y a plein de laboratoires, il y a plein de chercheurs, il y a plein de scientifiques qui sont en train d'élaborer des solutions très intéressantes. Mais bon, on va pas dire qu'on est encore loin. Dans le cas où cette pandémie continue, dans le cas où des entreprises, tout comme Twitter, etc., se mettent aussi dans cette politique de dire à partir de maintenant, on va à 100% sur le télétravail. Donc, il est clair que ce secteur bien particulier, ce sera le secteur d'avenir et qui va arriver très rapidement et espérant que l'Algérie serait prête par rapport à ça, principalement dans tout ce qui concerne ce que j'appellerais l'arsenal juridique. Parce qu'en Algérie, on a des jeunes et des moins jeunes qui s'y connaissent très bien, qui suivent ce qui se passe à travers le monde, qui savent comment les choses devraient fonctionner, ou du moins qui ont une idée, une idée de base, mais ensuite c'est l'arsenal juridique qui fait un certain manquement et justement tout ce qui est la gestion de ce genre de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, etc., qui doit être lui aussi réglementé d'une façon noir sur blanc, je dirais. D'accord. Justement, on va dire que tout ce qui est arsenal juridique, bon, on va pas se mentir, on n'est pas super fort quand on compare aux Américains quand même. Les Américains, il y a la clause de la clause de la clause. Je sais de quoi je parle. Donc c'est très sensible et c'est très détaillé. Donc du coup, je Oui, pense que mais encore une fois, on a déjà un retard de presque 50 ans qu'on doit pallier. On a trois possibilités possibles aujourd'hui. La possibilité de dire oui,
On va s'inspirer des autres pays sur l'évolution des autres pays et essayer de garder la même cadence. Et dans ce cas-là, on va garder justement, on va traîner ce retard de 50 ans. On a le deuxième choix. Le deuxième choix, c'est d'aller très rapidement avec des réformes très rapides du jour au lendemain, se réunir une dizaine de personnes, travailler sur un projet, paf, paf, le lancer. Et ensuite, on devra le remettre à jour et le remettre à jour et le remettre à jour pendant une bonne dizaine d'années pour trouver la bonne forme. Ou bien tout simplement se dire, hey, on se donne devant nous une année, 2 ans, un maximum de 5 ans pour pouvoir justement imaginer tout ce monde du business de demain, ce monde de l'investissement de demain, puisqu'on parle de l'investissement. Et à partir de là, comme j'ai dit, dans 5 ans, être prêt, et dans ce cas-là, être, non pas à parler de nouvelles startups, etc., mais avoir un modèle startup pour l'Algérie dans le sens où il y aura une évolution très rapide et très importante en termes de chiffres et en termes de résultats. Justement, est-ce que tu penses qu'on pourrait vraiment y aller en 5 ans? Parce que gagner 50 ans en 5 ans, pas évident. Ce n'est pas gagner 50 ans en 5 ans, c'est de se dire que nous avons 5 ans pour essayer de mettre 5 ans, c'est très long, hein. L'idéal, ce serait en une année ou en 2 ans. C'est de se dire qu'on se donne un certain lapsus, un certain temps, un certain nombre de mois où on pourra se mettre autour d'une table avec l'ensemble des acteurs du domaine X, du domaine Y, du domaine Z, pour essayer de mettre les assises, les bases qui seront fixes, qui seront solides et qui pourront rester les mêmes pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Parce qu'il y a encore un souci en Algérie, c'est les lois de finances complémentaires. Des lois de finances complémentaires. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Et en plus, ces lois de finances complémentaires, ils déroulent chaque année. C'est des lois de finances qui sont longues. Ce n'est pas un ou deux articles, c'est plusieurs articles. Et tout cela, c'est un indicateur aussi. C'est un indicateur de l'insécurité financière du pays. Et c'est ce qui fait énormément peur à plusieurs investisseurs étrangers, à plusieurs acteurs qui pourraient venir s'installer en Algérie, qui pourraient réaliser un réel partage de savoir-faire, etc. Mais il faut pas se mentir, le risque est beaucoup trop élevé. Génial. Justement, parlons de ces investisseurs. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'investisseurs en Algérie selon toi? Bon, je sais que c'est un petit peu compliqué en ce moment. J'ai eu l'occasion de voir des gens qui m'avaient contacté justement dans le cadre de Ribala ou autre par rapport à leur souhait de vouloir investir en Algérie, mais qui connaissent pas forcément le terrain. Après, quand ils commencent à creuser, ils voient que c'est un petit peu un chouïa compliqué. À ton avis, pourquoi ils investissent pas? Là, tu parles des investisseurs étrangers. Oui, Maté. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est l'instabilité. On a des indicateurs d'instabilité qui sont juste incroyables. Tu ne vas pas investir une certaine somme d'argent où l'économie en tant que telle est quasi absente, où on a une inflation qui est mirobolante d'année en année, où on a un système économique qui n'arrive pas encore à se situer entre le libéralisme, le capitalisme, le communisme, le socialisme. On a des décisions ministérielles qui vont à droite, des décisions ministérielles qui vont à gauche. Nous-mêmes, en tant que peuple, si on devait dire aujourd'hui, est-ce que le pouvoir en place aujourd'hui, est-ce que c'est un pouvoir socialiste? Peut-être, quand on voit certains secteurs, mais en même temps, quand on voit toute l'énergie qui est mise autour de l'entrepreneuriat, autour des startups, c'est pas vraiment du socialisme, on pourrait dire qu'il est du centre. Ensuite, quand on prend certaines règles, etc., qui sont reliées, entre autres, au code de la famille, on se dirait très bien, c'est un gouvernement de droite. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que, d'un point de vue étranger, on n'arrive pas à comprendre le pays. On n'arrive pas à comprendre le pays sur papier. Ensuite, il y a eu plusieurs personnes qui étaient intéressées par des projets faits en Algérie et qui ont fini par ou bien les acheter ou bien faire carrément un deal avec l'entrepreneur ou le porteur de projet pour carrément lancer l'entreprise dans un autre pays, même dans un pays du voisinage, un pays maghrébin, où il y a une certaine stabilité qui n'existe pas chez nous. D'accord. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a encore des organismes qui financent, il y a encore des capital risqueurs qui existent en Algérie, qui sont étrangers, qui existent en Algérie et qui continuent à financer et des investissements qui sont très conséquents, parce que là, on parle de capital risque. Je pense que tout à l'heure, on pourrait parler un petit peu des différentes sources d'investissement pour comprendre que le capital risque, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et voilà, ça existe toujours, mais ensuite, ces personnes-là, ces organismes-là, c'est des organismes qui peuvent se permettre de prendre un risque très important,
vis-à-vis par rapport à leur ampleur. Mais un investisseur qui n'a pas forcément un investisseur individuel, et au brasso, un bon projet, etc., c'est vrai que le marché algérien n'est pas du tout séduisant. Justement, alors on parle beaucoup, enfin, on est un pays qui parle beaucoup d'investissement en général dans la vie privée. Nous, on investir, et tout. Mais est-ce que tu pourrais nous parler déjà, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous simplifier, c'est quoi investir en fait? الحدايد الوقت شدايد. Tu connais l'expression? Non, non, vas-y, explique-moi. Alors, c'est une expression qu'utilisaient nos grands-mères, qu'on utilise aussi nous, qui disait الحدايد الوقت شدايد, c'est-à-dire اللي عنده شوية دراهم de côté. Si c'est une femme, تشري ذهب لروحها الحديد. Et si c'est un homme, يشري ذهب لمرته. Donc à partir de là, c'est alors bon, toi tu le sais, et les personnes qui sont présentes le savent aussi. Je suis quelqu'un je suis très attaché au patrimoine et à l'identité culturelle de l'Algérien et du Maghrébin plus en général. Et c'est très intéressant quand on voit justement que ce soit les habitudes de consommation, les expressions qu'on utilise, etc. pour comprendre est-ce que l'Algérien يحب الدراهم ولا ما يحبش الدراهم, est-ce qu'il investit ou il investit pas, est-ce qu'il épargne ou il épargne pas, etc. Et juste entre guillemets, c'est Amin Maalouf qui disait les faits sont à l'histoire, ce que les mots sont à la pensée. On ne sait pas s'ils la façonnent ou s'ils se bornent à la refléter. Anna, j'aimerais dire, ils se bornent à la refléter. Les mots se bornent à refléter la pensée. Donc, quelle est l'expression des gens et qui m'est venue justement le jour même où il dit est-ce qu'il y a moyen que tu parles autour de l'investissement? Je me suis dit, parler à un public principalement algérien, c'est utiliser aussi une certaine terminologie algérienne. Même si on est en français, désolé pour ça. Désolé pour ça. Asbal, je te laisse un petit commentaire. Bon, je prends pas les commentaires maintenant, mais voilà ce que te dit notre cher ami Dira. اتكلم عربي. سوف احاول. ولا. يا اخي ما راك رانا بيا خلط عربي فرنسي انجليزي شنوي pas de problème. قلت لك donc justement il y a le côté culturel patrimonial qui nous dit beaucoup. Déjà le côté هذا تاع الحدايد الوقت شدايد, يقول لك اللي عنده دراهم يحطوا في الحجر, يقول لك aussi العربي كي يكون عنده دراهم يتزوج, والخدايلي كي يكون عنده دراهم يبني, واليهودي كي يكون عنده دراهم يبزنس. Mais c'est juste pour expliquer que les concepts mêmes d'épargne, les concepts mêmes d'investissement, c'est des concepts qui sont ancrés dans notre culture. On a tendance à croire, parce que principalement la génération de nos parents, c'est pas c'est-à-dire les cas particuliers, mais c'était pas une génération qui investissait, c'était pas une génération qui épargnait énormément, tout simplement parce que leur jeunesse, ils l'ont passé l'Algérie de Boumediene, où on parlait d'industrie industrialisante, où on parlait du travail pour tous, de l'égalité des chances, etc. Donc, il n'y avait pas forcément ce besoin ni cet éveil par rapport à cela. Mais néanmoins, c'est des points qui sont absolument attachés à notre culture. Et juste par rapport à l'Hdaïd l'Ourtidel, je reviens encore. Quand on voit au jour d'aujourd'hui l'Ibéo ou Ishiro Tomobelat, comment ils appellent la voiture? Ils l'appellent Hadida. D'accord. Et c'est à partir de là, monsieur tout le monde les appellerait. Quelqu'un qui les respecte pas va dire Hadouma businessia. Quelqu'un qui les respecte pourrait dire Hadouma c'est des investisseurs. Ils ont trouvé un créneau, ils ont un certain savoir-faire dans ce créneau, et voilà. Ensuite, le problème aujourd'hui, si on ose dire que Hadouma c'est des investisseurs, parce que je vois Bzaf Hadouk là, c'est la bonne pensée, la bienséance, de dire non, c'est pas des investisseurs, c'est n'importe quoi, etc. J'ai une chose à leur dire, l'État Alena Shorba, au cas où, pour ceux qui veulent acheter des voitures, l'État Alena Shorba. Au cas où. Mais en fait, ils n'ont pas tout à fait tort, ni tout à fait raison. Parce qu'en fait, on a d'une part en Algérie une certaine minorité qui est intellectuelle, qui a fait des études supérieures, etc., et qui réussit à comprendre des projets qu'on pourrait leur proposer. Je parle de la plupart des, entre guillemets, encore une fois, les businessiers. On a les businessiers d'une part, qui ont énormément d'argent, mais énormément. On a vu dans les faits divers, t'as السيد رمى دراهم في كونتينر وحفروا تحت الارض. هذوما
Bon, sans commentaire. Donc, عندنا هادوما. Ensuite, on a en face des personnes qui ont fait des études supérieures, qui ont élaboré et imaginé des projets qui sont juste excellents. Et en fait, il y a un problème de communication entre eux. Aucun Mhm. des deux ne comprend le langage de l'autre. Donc là, la question c'est est-ce que Hadouma, maintenant, qui ont fait des études, etc., est-ce qu'en quelque sorte, vous me permettez, vous m'excuserez du terme, mais c'est juste pour expliquer les choses, mais est-ce qu'il y a un niveau pour être compris et obtenir de l'argent, ou bien le contraire, Hadi, c'est un grand point d'interrogation et c'est pas quelque chose qu'on va arranger tout de suite. Bon, Hada, c'est juste pour expliquer, pour ne pas tomber dans le côté Hada qu'il n'y a pas d'investissement, investir, etc. Là, la Nest investi, mais ma t'investis dans la même chose que toi. Qu'il y a un Nest qui serait appartement, t'as de l'eau, etc., ou t'as de bière, ou qu'il y a un automobile, etc., ou qu'il y a quelques-uns. On a des business angels en Algérie, on parlera tout à l'heure des business angels, des investisseurs anges, ou là des investisseurs providentiels, comme on dit en langue française, etc. Il existe, on n'en a pas des tonnes, on n'en a pas des masses, mais il existe. Il existe aussi des capital risques, il existe aussi des banques qui financent, il existe des organismes qui financent, etc., etc. Donc, Donc, du coup, il y aura justement un petit peu par rapport à ça. Je sais que cette année, c'est l'année de la finance en Algérie, dans le sens où je commence à voir des entreprises comme Chalik ou comme Chalik, par exemple, qui est apparu sur le marché pour tout ce qui est crowdfunding, ou plutôt Uninvesti ou Khayma également qui sont apparus sur le marché. Et je pense qu'il y en a d'autres crowdfunding, qui arrivent. Pardon? c'est du crowdfunding. Oui. Crowdfunding investissement. Là, là. Pas que je Ah ouais? sache. انت اللي راك قلت لا لا ماشي انا. Anna قلت là, là. Crowdfunding, c'est très intéressant le crowdfunding parce que certains appellent ça de l'investissement pur et dur, d'autres pensent que ce n'est pas de l'investissement, ils ont aussi leur, Leur école de pensée. les bonnes raisons de croire ça. Mais ensuite, dans tous les cas de figure, le crowdfunding est un acteur essentiel et primordial à tout écosystème entrepreneurial et le grand et artistique. Je tiens à préciser ce point. Il y a un certain degré, pour revenir sur le côté entrepreneurial, il y a un certain degré où l'entreprise, le porteur de projet dans son parcours de vie, a mis l'idée à la création d'entreprise, etc. Il y a un certain moment où il peut passer par le crowdfunding. Je pense que tout à l'heure, quand on ira sur les étapes de vie d'une entreprise standard, classique, on pourra ouvrir une petite parenthèse sur le crowdfunding. D'accord. Donc, du coup, alors on va passer. Entre parenthèses, le crowdfunding, c'est quelque chose qu'on a en Algérie depuis des millénaires. Là, tu vas devoir développer. Là, Hadi, tu vas le développer plus tard. Tu vas le développer plus Essaye de tard. trouver où si tu ne trouves pas d'ici la fin de ce call, je Bah, t'explique. là, maintenant, les chauffes, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, demande-leur de trouver un âge. Je Voilà. suis trop. Allez, bon, Voilà, la question à ceux qui nous écoutent, d'après vous, quelle est cette version ancestrale de crowdfunding, qui ne s'appelle pas crowdfunding, qui appartient à une... bon, je vais pas donner plus de détails, sinon il fait trop, et qui existe en Algérie et qui fonctionne du tonnerre. Et hélas, aucun de nos, aucun de nos législateurs, en quelque sorte, n'a pensé à mettre sur papier pour que ce soit une activité courante. Moi, je pense qu'on a eu la réponse en commentaire, mais bon, je vais la laisser de côté. Je pense que tu la vois à droite aussi. Je vois pas, non. Attends. C'est une plateforme. Par rapport à Nidal, Start. c'est dit. Non, on a Abdelaziz Hamadou, j'ai Madani Amira qui en donne une réponse. Regarde. C'est la Tuisa. Non, non, je parle pas de la Tuisa. D'accord, c'est pas la Twiza. Ça s'apparente, mais c'est pas la Tuisa. D'accord. Alors, du coup, on va passer un petit peu, on va essayer de démystifier un petit peu un concept. C'est quoi la différence entre une épargne et un investissement, s'il te plaît? D'accord. Alors, une épargne, c'est l'investissement. Bon, on va commencer par l'investissement. Généralement, on épargne pour investir. Comment? Généralement, on épargne pour investir. Oui, mais quand on dit on épargne pour investir, c'est très vague. Généralement. C'est très vague parce que si tu épargnes sur différentes années, tu réussis à épargner 50 000 dinars, tu ne vas pas investir 50 000 dinars. Quand on investit, on investit une partie de son épargne, une partie de l'argent qui est mis de côté. Et les objectifs ne sont pas les mêmes. L'objectif de l'investissement, l'investissement qui gère le qmar, dans le sens où c'est un pari, possible تربح, possible ما تربحش, possible تنجح, possible ما تنجحش, que c'est zahar.
Alors, non, l'investissement, c'est pas zhar. L'investissement, c'est des études. L'investissement, c'est des études de risque. L'investissement, c'est de la recherche, c'est de voir, etc. C'est plein de recherches et plein d'études pour pouvoir justement diminuer ce risque, le diminuer au maximum et espérer atteindre un 0% de risque, ce qui n'arrive absolument jamais. Et c'est ça la beauté de l'investissement. D'autres aussi, comme quoi l'investissement, c'est une façon de se faire de l'argent rapidement. Non, l'argent rapidement, c'est pas en investissant. Quand on se fait de l'argent rapidement, quelqu'un qui veut se faire de l'argent rapidement, qu'il aille mettre de l'argent dans tout ce qui est illégal. Et donc là, il aura un retour d'argent rapidement, mais nous n'encourageons pas les secteurs illégaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc absolument, absolument, surtout pas, surtout la Ramadan. Parce que voilà, ensuite investir, c'est en quelque sorte, si on devait imaginer que si on prend l'exemple, tu as un employé, tu investis ton temps, ton énergie, ton savoir-faire, tes idées, etc., dans le but d'avoir un retour sur investissement à la fin du mois qui est ton salaire. En quelque sorte. Si on devait imaginer qu'une partie de ce salaire, c'est aussi un être humain qui respire, qui vit, etc. C'est quelque chose de vivant, qui va travailler aussi dur, en fait, c'est ça l'investissement, c'est de faire travailler son argent. C'est ton travail, c'est ton argent. C'est ton argent qui travaille pour toi. C'est ton argent qui travaille pour toi, mais au préalable, tu auras préparé les prérequis. Les prérequis, c'est-à-dire باش يخدم, لازم يكون عنده diplôme, لازم يقرا, لازم يكون عنده CV شباب, etc. La même chose pour la somme d'argent, c'est tu dois chercher exactement dans quel domaine tu peux mettre de l'argent, dans quel domaine tu peux pas mettre de l'argent, faire des études, شحال نحط, assez, pas assez, etc. Donc voilà. Contrairement à l'épargne qui est je mets de l'argent de côté. Si je le mets par exemple dans un compte épargne dans une banque, oui, j'aurai un petit pourcentage qui n'est pas si énorme que ça, mais qui permet juste à mon argent de rester en sécurité. Au lieu de ne pas subir l'inflation généralement. C'est ça, c'est pour éviter les méfaits de ce qu'on appelle la thésaurisation. La thésaurisation chenouhia, c'est qui تخلي دراهم تحت المخدة في الدار. خليت الدراهم تحت المخدة في الدار pendant 10 ans. Il est beau. Ça fait 10 ans 100,000 تاع 10 ans 100,000 تاع دركا ماشي كيف. هادوما اللي يخلوا دراهم في الدار نقولوا عليهم il thésore. C'est de la thésaurisation. Donc l'épargne vient en quelque sorte contrer la thésaurisation. Donc, c'est un petit peu de l'actualisation, on va dire. L'épargne permet de l'actualisation du fonds mis en c'est pour se mettre à jour plus ou moins à la leto les caïns. Dans le sens où je sais pas s'il y a une inflation de 3%, que vous avez une inflation de 3%, 4% généralement par an, et normalement l'épargne c'est entre 2,75 et 3,5. Donc, plus ou moins on évite de perdre. Hein? En fait, on peut parfaitement la comparer. Là, je tombe dans le côté vulgarisation de l'investissement ou plutôt vulgarisation de la thésaurisation. Ça reviendrait au même encore une fois, absolument au même que d'acheter de l'or. Tu as aujourd'hui 10 000 dinars. Avec les 10 000 dinars, tu achètes de l'or et la valeur d'Yellow, elle pourra rester plus ou moins constante. C'est comme l'euro aussi. Hein, les gens investissent. Il y en a beaucoup qui investissent dans l'euro. Maintenant que personne n'achète de l'euro est tombé. Hein. C'est ça. C'est une question d'offre et de demande. Je ne parle pas de valeur, mais d'offre et de demande. L'offre et la demande conditionnent énormément le taux de l'euro sur le marché. Le marché noir, tu as l'euro, les flashs gérés, etc. Donc, c'est pas le meilleur exemple, j'ai envie de dire à donner. Ouais, c'est juste que je l'ai constaté. Ouais, mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, mais voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, des différentes formes d'investissement, tout ce qui est bourse, les types d'investissement et compagnie, pour qu'on puisse mieux comprendre comment ça se passe? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Ça m'a يخشن اللعب. هنا اللي يخشن اللعب. هنا il y a plus de حداد فوق تدايا les expressions تاع الضحكة. Alors oui, les différents modes d'investissement. Alors, les modes d'investissement, on peut en avoir mais des centaines, des milliers, avec des formes différentes, des dénominations différentes. Si vous voyez le marché de l'investissement japonais, il est différent du marché de l'investissement indien, qui est différent de certains modèles qu'on peut trouver au Nigeria, qu'on peut trouver éventuellement en Algérie. On dit qu'il n'y a pas besoin de mode, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, chacun est assez différent. Donc, je vais juste me baser là, vu qu'on est en train de المبادئ الأساسية لاستثمار المال, n'est-ce pas?
مبادئ الأساسية للاستثمار. Donc, on va aller sur on va dire sur les quatre grandes familles de l'investissement. Donc, les quatre grandes familles de l'investissement, on a déjà imaginé, comme tu vois l'écran divisé en deux, entre moi et Anis. Imaginez que c'est une matrice où vous avez quatre modes d'investissement. Là, on va commencer sur le côté de Anis. Alors, on va dire qu'il est séparé en deux parties. L'une des parties qu'on va appeler les actions et l'une des parties qui va s'appeler les obligations. Attends, on va faire un truc simple. Tu parles en. Tu sais quoi, je vais le formaliser. D'accord, je vais partager mon écran et on va formaliser tout ça. D'accord? Ok, vas-y. Tu parles d'un écran divisé. On parle d'un truc divisé en quatre, c'est bien ça? Voilà, l'écran d'Yali ou Dialix fait mes 4 carrés. 4 carrés. C'est pas. Alors, on va être gentil, on va faire un partage de connexion. Partage d'écran, tu veux dire. Ah oui, partage d'écran, pardon, désolé. Non, 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 c'est pas la peine. Écoute, mais C'est bon, ça prend 2 secondes, ça prend 2 secondes. Tac, tableau. Voilà. C'est juste pour que tout le monde puisse visualiser. J'ai un PowerPoint ouvert, donc allons-y. Voilà, dis-moi. très bien. Alors, dans un côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche, on a les deux carrés, donc ça va être les actions. Et le Mhm. deuxième carré, ça va être les obligations. Le carré à droite. Les tahto. Plutôt. Ou là, Ok. à droite, c'est la même chose. C'est juste pour qu'on comprenne qu'il y a quatre grands blocs, mais qu'il y a une certaine similarité de deux. Je vais t'expliquer. L'idée, c'est vraiment parce qu'on est sur un principe de Khebra et j'ai eu le retour que les gens voulaient avoir plus de concret, voir les choses, plus de conceptuel. Donc, moi, je leur fais un truc Ok, comme ça pour qu'ils puissent mieux comprendre, tu vois. eh ben parfait. Eh ben Donc, parfait. on a Alors, les actions, on a les obligations. on OK. a les actions et les obligations. Alors, le point commun entre l'action et les obligations, ben là, on les met dans le même côté parce que l'action et l'obligation, au final, et concrètement, c'est quoi? C'est un bout de papier Mhm. en votre nom que vous obtenez contre une certaine somme d'argent que vous donnez à une entreprise. Alors, dans le cadre de l'action, cet argent que vous allez donner à cette entreprise, c'est une prise de participation, le capital de l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire, pour faire simple, je suis une entreprise X et j'ai besoin, que ce soit au tout début lors de mon lancement ou là même après avoir existé pendant 2 ans, 5 ans, même 20 ans, 50 ans, etc., j'ai besoin de renflouer mon capital, j'ai besoin de plus d'argent. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une totalité de 5 millions de dinars et j'ai besoin de 10 millions de dinars. J'ai besoin du double. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je vais vendre plusieurs actions à plusieurs actionnaires. Donc, Mhm. la valeur de l'action, elle est de millions, de 10 000 dinars. Et donc, dans Mhm. ce cas, je pourrais dire que un au jour d'aujourd'hui, j'ai 50 actions. Donc, Mhm. 50%. Ils en baissent 50 à d'autres personnes. Donc, au final, je vais finir par 100 millions. Les 50 personnes, ensuite, ça va être aussi selon la vision d'un entrepreneur. Tu peux accepter de vendre les 50% à une seule autre personne, par exemple, si on Mhm. les trouve, bien évidemment. Et dans ce cas-là, même dans toutes ces prises de décision, etc., tu as la 50% ou la 50%. Comme tu peux dire, Anna, je ne vais pas vendre plus de 3 actions par actionnaire. Et dans ce cas-là, tu peux jouer et garder justement ton pouvoir de vote, surtout par rapport aux décisions stratégiques de l'entreprise, etc. D'accord. Bref. Ensuite, ce qui est intéressant, ou du moins ce qui est spécifique à l'action, c'est que bien évidemment, quand vous devenez part de l'entreprise, à la fin de l'exercice, l'entreprise peut faire un bénéfice, tout comme elle peut faire, Il peut avoir des pertes. tout comme elle peut avoir des pertes. Donc, si l'entreprise gagne, automatiquement vous gagnez. Si l'entreprise perd, automatiquement vous perdez. Ce n'est pas une science exacte. Donc à partir de là, justement, quand on entend qu'une entreprise, là, il faut avoir en quelque sorte de façon de penser. Il faut se mettre dans les chaussures d'un investisseur, celui qui va acheter les actions. Il faut se mettre aussi dans les chaussures, entre guillemets, d'un celui qui est en train de chercher cet investissement. Donc, celui qui cherche l'investissement, il va se dire, OK, premièrement, je ne peux pas me permettre de perdre le contrôle de mon entreprise. C'est le premier obstacle. Donc, il va Mhm. aller plus vers un modèle où il met plusieurs actions au même investisseur. Deuxièmement, il aura aussi l'obstacle de la valorisation de son entreprise.
comment je vais la valoriser exactement? Est-ce que si je dis qu'aujourd'hui mon entreprise vaut 1 million de dinars, est-ce que c'est beaucoup trop? Est-ce que c'est pas assez, etc. Et en général, on va tous vers le plus, parce que l'entrepreneur toujours a cette façon de penser que son idée est la meilleure qui existe, que son entreprise est la meilleure qui existe, etc. Et c'est tout à fait normal, et c'est bien qu'il le pense. Et d'un autre côté, on a un investisseur qui peut éventuellement avoir toute cette totalité d'argent qu'il est prêt à mettre dans l'entreprise, mais à part que l'investisseur, premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à l'épargne, quand il a de l'argent de côté, premièrement, il ne va pas les investir en totalité, c'est juste une partie فيهم اللي va investir. ولو زعما عنده 1 million de dinars, 100 millions, شحال il va investir فيهم؟ Il va investir فيهم نقولوا زعما 50%. Et le reste, il va le laisser, il va justement, il va continuer à l'épargner au cas où cash maïsra. Donc, faire les 50% qu'il va épargner. Est-ce que les 50% d'abord, est-ce qu'il va les investir en totalité dans le même projet? S'il le fait, ce serait une erreur stratégique, on va dire. Dans toutes sortes d'investissements qui existent, c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres. On doit investir en général dans 10 différentes entreprises, dans 10 différents organismes, achara, parce que automatiquement, les 10, on aura exactement qui m'a la loi normale. La loi normale. Les rahom في الوسط تاع la loi normale, rahom في la moyenne, c'est-à-dire on investit dans des projets finalement مربحنا ما خسرنا. La plupart يكونوا التماك, on aura à peu près 6-7 projets. يبقاو هما هما. Ensuite, on a les projets, les extrémités, t'as la courbe, t'as la loi normale. On a un projet qui vous fait perdre énormément d'argent, qui vous fait absolument tout perdre. Et on a un autre projet qui compense énormément gagner et qui couvre toutes les pertes et l'investissement qui se fait dans les autres. En fait, comme le dit Karim Khalouati, ne jamais mettre tous ses œufs dans un même panier. Absolument, absolument. Tu l'as exprimé mieux que moi, il y a Karim Khalouati. Donc voilà. Donc automatiquement, dans l'autre côté, quand tu es porteur de projet ou là tu es entreprise, etc., tu auras une personne que tu connais extrêmement riche qui peut facilement. La question, pensez-vous que c'est une bonne stratégie d'investir tous les bénéfices de la société en stock pour le fonctionnement futur de la société? J'arrive à ça tout à l'heure. Est-ce que Bark, tu peux la laisser la question sur l'écran? Ouais, vas-y. Voilà. Je sais plus où j'y étais. On parlait des œufs dans un même panier. Voilà. Et j'allais dire, ensuite, tu as aussi en face avec le porteur de projet en question qui va de l'investisseur qui très souvent part chez un investisseur tout simplement parce qu'il se met bien ou là واحد مرفه يسمع به ou là on l'a mis en contact avec lui parce qu'il a de l'argent, etc. تلقى l'investisseur هذا يخدم في l'agroalimentaire وهو راح avec un projet dans tout ce qui est IT. Et à partir de là, on a le problème avec la communication. Il faut عنده دراهم ما يحبش يمدلي ولا يحب يمدلي juste un petit peu, même s'il est aussi dans le domaine des IT, بصح t'allais un tout petit peu, alors que je sais de sources sûres, etc., qu'il aurait pu mettre beaucoup plus. Donc voilà, c'est juste pour dire que l'investisseur, il peut avoir des sommes astronomiques. Au final, c'est vraiment très petit. Ensuite, pensez-vous que c'est une bonne stratégie d'investir tous les bénéfices de la société en stock pour le fonctionnement futur de la société? C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Tout ça doit être accompagné d'études sérieuses. Dans certains cas, quand on voit qu'une entreprise fait énormément de bénéfices, etc. D'ailleurs, quand on parle de start-up, si on prend, parce que la start-up, il y a plusieurs définitions différentes. Là, ça me fait toujours marrer de voir certains débats sur les réseaux sociaux qui disent la start-up c'est ça. ما راحش تفرق. On va pas s'en sortir. ما راحش تفرق ou jamais ما فرات ou jamais ما رايح تفرق ni في l'Algérie ni à l'étranger. Là, je vais prendre comme exemple la définition de la start-up dans la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire elle بعت la Silicon Valley, etc. Le but de la الوهران تاعهم n'importe quoi, on est à sérieux et tout. Déjà que j'ai du mal à garder mon sérieux avec toi. Alors, dans les modèles-là, une startup, c'est quoi une startup? Comme on le sait parfaitement, il y a cette évolution très rapide dans tout ce qui est exponentielle. Une évolution exponentielle pour reprendre tes mots. Dans la fin,
de l'entreprise est voué en quelque sorte ou bien au rachat ou bien à la dissolution. C'est-à-dire que la startup, elle commence avec un produit qui fait juste malheur. Ensuite, le produit HADA, il devient en quelque sorte un feature, un élément à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et on peut le voir, entre autres, avec WhatsApp, racheté par Facebook, etc. Donc, LinkedIn racheté par Microsoft, GIF est racheté par Facebook. exactement. Donc, c'est HADA le modèle de la startup d'Yellow. Donc, dans ce cas-là bien particulier, investir les bénéfices de cette société en stock ne serait pas très intéressant à long terme. Peut-être à court terme pour encourager et renflouer encore cette évolution pour qu'elle soit encore beaucoup plus exponentielle et pouvoir la vendre à un meilleur prix, certes, mais pas forcément à long terme. Comme il y a aussi d'autres cas où on a une entreprise qui veut se baser à 100% sur, qui veut rester en contrôle total de son produit, en contrôle total de son marché, en contrôle total de ce qui elle est et réellement. Et dans ce cas-là, oui, le bénéfice devrait absolument Être réinvesti. devrait absolument être réinvesti en interne, au moins durant les 3 à 5 premières années, pour éviter ou du moins pour réduire un maximum le besoin d'aller chercher du financement à autrui, parce que ramener du financement à autrui égale perdre du pouvoir dans son projet. D'accord. Du coup, on continue un petit peu sur les types. Bon, on continue déjà sur le PowerPoint sur lequel j'étais. Donc, on avait les actions et les obligations. Et donc, Voilà. Alors les obligations, c'est très similaire aux actions, mis à part que l'obligation, le départ, les obligations, c'est un prêt, تسلف دراهم. تسلف دراهم للشركة. Très souvent, et d'ailleurs dans l'esprit collectif, on a très souvent l'habitude d'assimiler l'obligation, les obligations qui sont émises par des entreprises publiques. C'est pour la plupart des entreprises publiques qui émettent des obligations, mais pas que, il y a aussi des entreprises privées qui font ça. Donc les obligations qui sont très similaires aux actions, comme on a dit, c'est aussi un papier que vous achetez, etc. Mais c'est un prêt de l'entreprise. Et l'entreprise, elle te dira tel jour, à telle date, je te rembourserai exactement cette totalité. Tu m'as donné 100%, je te donnerai exactement 120%. Donc, tu te rembourser avec un bénéfice. donc les actions, on perd et on gagne avec l'investisseur. Les obligations, on redit quoi qu'il arrive. Exactement, exactement. Mais ensuite, il y a, dans les deux, il y a du risque. Parce que les obligations aussi, quand une entreprise se voit dans la position d'aller émettre des obligations, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, je dis bien une certaine mesure, je pèse mes mots, elle n'a pas réussi à vendre des actions, à moins que ce soit des entreprises publiques dans un pays qui a un caractère socialisme ou autre. Euh, donc voilà. Et donc par rapport aux obligations, il y a un très gros risque que les entreprises finalement ne vous remboursent pas ce que vous avez mis et que vous repartez sans rien. Les actions, il y a le risque que vous perdez, il y a le risque que vous réussissez, etc. Et entre parenthèses, il y a Karim Khliwati qui a trouvé la bonne réponse. C'est le modèle économique de la vallée du Mzab. Elle a le crowdfunding. Karim. Mzabia, c'est Ben Mzab. On pourra expliquer ça tout à l'heure. Donc voilà, donc on a d'une part, comme on a dit, les actions et les obligations. Ensuite, on a d'un autre côté deux autres mots aussi qui se ressemblent énormément. C'est premièrement les fonds d'investissement. Donc, je les mets à droite. Où est-ce que tu as trouvé le temps pour mettre le truc rouge, Khibra et tout? Non, mais Écoute, t'es mec. cherche pas à comprendre. J'apprends à travailler vite, c'est tout. Donc, quand tu bosses sur Khibra comme ça toute la journée, tu es obligé de trouver des astuces, surtout quand voilà, c'est un projet bénévole. Donc, Z, les actions, les obligations, Z. Alors, c'est les fonds d'investissement. Je les mets à côté. À côté, dans les autres cases. Ok. Continue. Voilà. Et les fonds de bourse, les fonds négociés en bourse.
Les fonds négociés en bourse. Tu nous expliques tout ça, bien entendu. C'est ce qu'on appelle les ETF, les Exchange Trade Fund. Donc, les fonds investis en bourse. Négociés en bourse, pardon. Vas-y, continue, je suis là, Alors, j'écoute. ok, très bien. Donc, les fonds d'investissement. Alors, les fonds d'investissement et les fonds négociés en bourse, les deux, c'est des organismes, c'est des entreprises, c'est des structures auxquelles on va donner de l'argent. Et l'entreprise, elle va s'occuper de fructifier notre argent. Elle va s'occuper de faire les bons placements, de faire les bons investissements de notre côté. Donc, de notre côté, en quelque sorte, on n'a pas grand travail à faire. On n'a pas réellement les choix. Est-ce que j'investis dans cette entreprise ou dans cette entreprise? Non. La seule question, c'est dans quel genre de fonds d'investissement on va mettre de l'argent. Parce que dans l'ensemble des fonds d'investissement, il y a aussi une certaine spécialisation. On va dire qu'il y a des fonds d'investissement dans le domaine de l'agroalimentaire, il y a des fonds d'investissement dans le domaine, etc. Il y a même à titre régional, il y a des fonds d'investissement qui investissent, on va dire, en Afrique du Nord, qui investissent en Europe, etc. Donc, il y a une certaine spécialisation dans l'ensemble des fonds d'investissement. Il n'y a pas un fonds d'investissement qui peut que j'investis. Il y a une certaine spécialisation, comme j'ai dit, qui peut être sectorielle, qui peut être géographique. Il y a aussi une segmentation en termes de genre. Il y a des fonds d'investissement qui croient que c'est un fonds d'investissement féminin qui investit uniquement dans le potentiel féminin, etc. Donc, la différence entre le fonds d'investissement et les fonds négociés en bourse, c'est que le fonds d'investissement, c'est des personnes comme toi et moi, et on passe notre temps à faire des études de marché, des études comparatives, on cherche à comprendre les meilleurs trends, les entreprises qui pourraient être intéressantes dans les années futures. Ils font énormément de comment on appelle ça là? De prévisionnel, ils font énormément d'études prévisionnelles, ils font énormément de probabilités pour au final décider, voilà, est-ce que le fonds, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais l'investir en bourse? Est-ce que je vais l'investir en actions? Est-ce que je vais l'investir en obligations? Est-ce que je vais l'investir mitch? Est-ce que je vais jouer le rôle aussi dans certains cas de business angels et investir dans des entreprises, ou de venture capitalists et d'investir dans des entreprises? Est-ce que même les fonds d'investissement, ça leur arrive dans certains cas, certains fonds d'investissement assez spécifiques, de carrément racheter des entreprises avec votre argent et les revendre à autrui, à les revendre à Donc c'est des groupes d'individus. Donc, si j'ai bien compris, ça peut être des individus ou des groupes qui investissent une somme d'argent pour investir dans un capital, pour faire simple. Une somme d'argent qui ne leur appartient pas. C'est-à-dire que le fonds d'investissement, c'est des employés. On va dire que là, on prend l'exemple de Home Connecté, on a Sarah, Sohaib, Ezma ou Kerem. Les 4 personnes sont ultra incroyablement riches. Ils vont, on va ouvrir un fonds d'investissement. Dans un premier lieu, on va essayer de les convaincre de mettre leur argent, de nous faire confiance pour leur gérer notre argent. On sera de simples employés dans ce fonds d'investissement et on va essayer de fructifier leur argent un maximum en cherchant les meilleures potentialités d'investissement. D'accord, ok. Voilà. Huma de leur côté, en quelque sorte, te manger, c'est l'argent. Ils encaissent. Ils font travailler leur argent pour. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Mais en même temps, tant mieux parce que c'est très important parce que grâce à cet argent, premièrement, toi et moi, on a du travail. Et deuxièmement, ça finance et ça aide énormément de secteurs à s'agrandir. Ça sert de levier, en fait. Ça sert de levier de croissance. Absolument. Okay. Ensuite, la deuxième partie, les fonds négociés en bourse. Les fonds négociés en bourse, c'est assez similaire. Les fonds négociés en bourse, premièrement, c'est limité à la bourse. Et secondo, c'est Zman, qui بداو les fonds négociés en bourse. Zman, les employés les fonds négociés en bourse, c'était pas des marketeurs, c'était pas des personnes qui ont fait des études en gestion, etc. C'est pas des personnes qui essaient de comprendre forcément l'entreprise ou son produit, etc. Mais c'était des mathématiciens, des personnes qui sont excellents les mathématiques, et des personnes qui sont excellentes la probabilité. Parce que ils passent tout leur temps à faire
à créer ce qu'on appelle des trackers. C'est quoi un tracker? C'est un ensemble d'algorithmes, de formules mathématiques et de probabilités, etc., qui suivent les actions de la bourse, les fluctuations de la bourse, les actions de la bourse, pour dire voilà, had l'action rayhat tla, donc il faut investir maintenant, had l'action rayhat habat, donc il faut investir maintenant, etc. Maintenant, avec l'évolution du monde, la technologie, etc., had les trackers, justement, que l'être humain crée, les trackers, c'est devenu directement des logiciels sur Internet. Donc, à partir de là, en quelque sorte, la différence entre le fonds d'investissement, entre guillemets classique, et les fonds négociés en bourse, c'est que le fonds d'investissement s'appuie sur l'humain, tandis que le fonds de négocié en bourse s'appuie sur les trackers qui sont des outils, on va dire, informatiques. Qu'est-ce qui impacte? Au final, il impacte par rapport au prix. Les commissions qu'un fonds négocié en bourse va prendre sont des pourcentages qui sont beaucoup moins importants que les fonds d'investissement parce qu'ils ont C'est comme les courtiers, en fait. C'est comme les courtiers. exactement parce qu'ils emploient moins d'humains. Alors que les fonds d'investissement, tu as une certaine le pourcentage que le fonds d'investissement prend, ça dépasse facilement les 6%. C'est rare où genre quelques-uns ils prennent moins de 6% de ta valeur, de la valeur que toi tu as investie. Donc voilà. Et donc les principaux différences, c'est que déjà, qui m'apporte le pourcentage que le fonds va prendre, le fonds d'investissement, il sera beaucoup plus important que le fonds négocié en bourse. Et la deuxième aussi, la deuxième modification, la deuxième distinction, c'est que le fonds d'investissement, même si tu payes plus, mais il t'offre un éventail beaucoup plus large d'opportunités dans lesquelles tu peux mettre de l'argent. D'accord. OK. Donc, du coup, si on devait, donc, tout ça, donc, si tu pouvais résumer les quatre chacune dans une phrase, ça serait, juste pour simplifier un petit peu pour qu'ils puissent capitaliser. Alors, les actions, ce serait si يظهرك. D'accord. Les actions, ce serait c'est acheter une part dans l'entreprise et prendre le risque de gagner ou de perdre. D'accord. OK. Donc, partage les gains et les pertes de l'entreprise. Voilà. Les obligations, c'est mettre de l'argent dans l'entreprise et avoir une issue binaire, ou bien je récupère mon argent avec exactement le montant à la base, elle est belle et déjà belle. Deuxième possibilité, c'est de perdre la totalité. Le fonds. D'accord. Et aussi, par rapport aux actions et aux obligations, le premier pas, c'est un pas personnel. C'est une taille anis, les troches ou l'action, taille anis, les troches ou l'obligation. Il n'y a pas une structure organisée qui va s'occuper de tout cela en quelque sorte. Il y aura des commissionnaires, etc., des personnes relais, mais pas une réelle structure. Ensuite, les fonds d'investissement et les fonds négociés en bourse. Les fonds d'investissement, bien, entre guillemets, quand on parle de fonds, ça reste des. C'est un organisme de détention collective d'actifs. Oui, mais les fonds qu'on met, c'est des fonds qui sont assez importantes. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine aisance financière qui va aller émettre de l'argent au niveau d'un fonds d'investissement. On a en Algérie quelques fonds d'investissement pour citer que quelques-uns. On a le Jazair Istismar, on a la Sofinance, on a Maghreb Invest, on a Tune Invest, Maghreb Invest, Tune Invest. On a aussi, je perds leur nom, mais voilà, on a quelques exemples en Algérie qui fonctionnent plus ou moins. À la base, comment les choses fonctionnent. Mais bon, les cas, mais chez toi, voilà, j'ai 50 000 dinars, j'ai envie de mettre mon argent faire le fonds d'investissement. Ça fonctionne pas comme ça, c'est à partir de millions de dinars. De plusieurs millions de dinars. Les fonds négociés en bourse. Donc, et la différence de valeur immobilière dans l'épargne peut être négocié en bourse. C'est comme un courtier, il va y négocier des taux. J'essaie juste de voir si j'ai bien compris un pour pouvoir. Si j'ai compris, c'est que les autres peuvent avoir compris. Ils partent négocier des taux et c'est sur ça qu'ils font du bénéfice. Au-delà de ça, parce que la négociation du taux se fait partout. Même en tant qu'investisseur, n'importe qui cherche de l'argent, tu vas négocier avec lui le taux. La négociation, elle se retrouve absolument partout, beaucoup moins dans les obligations, certes, mais elle se trouve partout. Ensuite, la différence, c'est que la négociation, les fonds négociés en bourse, la négociation, elle se base sur les trackers. Comme j'ai dit, les trackers qui sont des solutions informatiques, etc. Donc, c'est juste par rapport à l'outil qui est utilisé. Et aussi, les fonds négociés en bourse, ils se limitent à la bourse. Tandis que les fonds d'investissement, c'est absolument tout type d'investissement possible et imaginable.
Donc, l'immobilier, les actions, Absolument, absolument tout, mais ensuite, encore une fois, ça reste assez spécifique. Tu peux trouver des fonds d'investissement dans le domaine de l'immobilier qui vont donc acheter des actions ou vendre des actions ou acheter des obligations ou investir en bourse ou investir dans des entrepreneurs dans le domaine du bâtiment, etc. Mais toujours tout en restant dans le domaine de l'immobilier, du bâtiment et tout ce qui est connexe, parce que c'est là qu'il y a un certain savoir-faire. Surtout, et je reviens aussi sur ce point, les fonds d'investissement, c'est des êtres humains qui fonctionnent, donc c'est aussi un certain savoir-faire de l'équipe en interne. D'accord. Alors, Hicham Senda te demande est-ce qu'il y a des entreprises algériennes de confiance qu'on peut acheter leurs actions et d'être partie de leurs actionnaires? Je sais qu'il y avait, bon, il y en a pas beaucoup en bourse. Oui, mais t'as pas forcément n'importe quelle entreprise peut faire une ouverture de capital et tu peux obtenir des actions, etc. C'est pas ça la question. C'est que, heureusement, qu'on a des entreprises algériennes de confiance. Mais ensuite, le gros problème avec le marché algérien, et je parlais de ça, ça fait quelques temps avec notre très cher ami Shamsuddin Habhoub, qui est ici présent, qui est notre guest VIP, et première loge, quand on VIP, première loge, 5 étoiles. Djiblo Atay, s'il te plaît, tout à l'heure. Allez. À la maison, pas de problème. On parlait de ça, c'est que, hélas, dans plusieurs cas, l'entreprise algérienne, l'entrepreneur algérien qui te où ça commence d'ailleurs le moment déjà où il pense simplement à l'idée d'un un projet, etc. C'est que il y a un gros problème de transparence de l'Algérien en général. C'est qu'il Mhm. ne te donne pas la totale, l'ensemble des informations que tu dois avoir en ta possession Mhm. pour, euh, pour décider est-ce que je vais prendre ce risque et acheter des actions Milando ou là je vais pas le faire. Dans d'autres D'accord. pays, ou là, dans une Algérie prochaine qu'on espère arriver bientôt, logiquement, il suffit de demander une entreprise X son dernier rapport d'audit et tu as absolument les vraies informations écrites noir sur blanc. Mais en Algérie, on sait parfaitement qu'il y a le côté avec le marché informel, il y a le côté tu as les factures qu'on explose, qu'on exagère, etc. Et à partir de là, le, le rapport d'audit d'IELC ne reflète pas la réalité. Dans certains cas, oui, ça reflète la réalité, et heureusement qu'on a encore ce genre d'entrepreneurs, on les encourage et on les aime, etc. Mais dans d'autres cas, ça ne reflète pas la réalité. Et dans ce genre de cas, justement, tu as devant toi des tableaux, des chiffres, des informations sur le marché, tu as fait tes études, etc. Tu vois tu as un certain flair, où il te dit, ça va être intéressant d'aller sur un certain point. Mais au final, tout ça a été bâti sur des mauvaises données, une mauvaise source d'information. Et quand il y a une mauvaise source d'information, automatiquement, la réflexion d'elle, elle est faussée. Donc, au final, possible qu'après avoir vu les chiffres donc tu vas dire, ah, c'est intéressant, je vais investir, alors que finalement, c'était pas intéressant. Comme ça peut être le contraire. Après avoir vu les chiffres, tu dis, non, finalement, tu dis, c'est pas du tout intéressant. Mais si tu savais la réalité des choses, et à côté, tu as par exemple un certain savoir-faire, un certain, je sais pas, quelque chose qui peut te pousser à croire que tu pourras énormément aider à l'entreprise, non pas uniquement grâce à ton argent, mais aussi grâce à ton savoir-faire, grâce à ton réseau, grâce à tes contacts, etc. Et voilà. Donc c'est dommage, mais voilà. Une seule chose, quand vous voulez approcher, s'il y a des personnes ici présentes qui ont un problème de financement, quand vous voulez approcher un investisseur potentiel, soyez absolument transparent en tout parce que l'investisseur هذا كيحط دراهم رايح يولي كوبيلوت معكم راح يولي et شريك. رايح يولي شريك وفي الشركه quand l'une des personnes connaît des informations et l'autre non c'est الهلكة assurée. Ça explique pourquoi il y a beaucoup de tensions dans ce domaine en Algérie. Donc, Anna, je vais juste rebondir un petit peu pour tout ce qui est en bourse rapidement. Pour répondre à sa question, les entreprises qui ont la bourse en Algérie, avec le groupe Saïdal, Oui. avec EGH Lorassi, avec Alliance Assurance. Je crois qu'NCA Louiba n'est plus en bourse. On est d'accord. Je sais juste qu'il était en bourse et qu'il avait commencé le mois de décembre dernier des opérations pour sortir. Justement, d'où ma question, parce qu'il ça a été racheté par Castel, si je me souviens bien. Il est sorti, Et, oui.
Je crois qu'il est sorti, qui avait été racheté par Castel à hauteur de 55%, si je dis pas de bêtises. Mais, 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 L'information est confirmée. mais en même temps, juste pour qu'on ait un petit peu une petite idée, et la valeur de l'action de Kamel Had, les entreprises qui sont cotées à la bourse d'Alger sont plus ou moins les mêmes. Je Plus ou crois que moins. ça tourne autour des 500-600 dinars l'action. Même pas 600. Même pas 600. Ah là, je fais là 400. L'introduction d'un Ansar Wiba, alors qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Et donc, on Mhm. s'attendait à ce qu'il y ait réellement un petit teaser en interne la bourse d'Alger. D'abord, l'action d'Elhom, elle était à 420, 410 dinars. 425, 425. Voilà. Et on a le groupe Biopharm aussi qui est dans le secteur pharmaceutique. Ah, là, c'était juste pour répondre aux questions parce que beaucoup me sont en train de me demander est-ce qu'il y a une bourse, est-ce qu'il y a un secteur. On essaiera de voir si on peut Oui, pas recevoir le oui. directeur de la bourse d'Alger ici. Je vais essayer de voir si on peut pas le Euh, recevoir pour lui poser des questions. Ça serait cool, je pense. je pense qu'il se ferait un plaisir de revenir parce que pour la simple et bonne raison, je le connais pas personnellement, je suis en contact avec lui juste sur Easy. mais avec l'effervescence qu'il y a au jour d'aujourd'hui autour du domaine de l'entreprise et justement cette solution d'être coté en bourse, je pense que ce serait intéressant et pour lui, et pour l'Algérie, et pour nous, et pour même les employés de la bourse d'Alger, parce que je suppose que les employés de la bourse d'Alger, ils doivent pas s'amuser en n'ayant que 4-5 entreprises en interne. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour tous. Tant qu'il y a Justement. tant qu'il y a justement des assouplissements, parce qu'il faut pas oublier que la bourse d'Alger est toute introduction à la bourse, le même sortie de la bourse, c'est géré par la COSOP, qui est un organisme public et où il y a une certaine lenteur des procédures qui est parfaitement justifiée parce qu'il y a énormément de bureaucratie en interne. Genre avec toute la bonne volonté du monde, même en interne, on ne pourra pas te faire grand-chose. Mais voilà, c'est tellement de procédures en interne que ça met énormément de temps. Et Je peux mettre que c'est que le COSOP, je vous ai mis l'acronyme Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. À des exactement. Exactement. Et entre parenthèses, c'est ce qui me fait peur, Anna, on a vu la semaine, le projet de la loi de finances complémentaire, projet de la loi de finances complémentaire 2020, Khrech, l'article 46, où il parle justement de tout ce qui est crowdfunding, et il parle aussi, bon, il commence par, j'ai oublié exactement la terminologie, mais il commence à parler en tout ce qui est, je pense, consultant ou les aides ou les gestionnaires des fonds, quelque chose comme ça. Ensuite, on passe vers le crowdfunding, on s'élargit sur le crowdfunding et à la fin de l'article 46 du projet, c'est pas encore la loi de finances complémentaire, du projet de loi de finances complémentaire, il dit que les entreprises de crowdfunding, etc., seront en quelque sorte gérées. Les détails d'Yelhom ainsi que la gestion d'Yelhom va être émise prochainement par la COSOP. Donc voilà, c'est ce qui me fait peur un petit peu. J'ai peur qu'on retombe exactement dans le même scénario où ça va mettre énormément de temps, où on va perdre. Il y a Idé qui dit conseiller en financement, c'est exactement ça le terme, conseiller en financement. Merci Idir, merci Calais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Kimala Komtsema, Nazim, si tu nous entends, c'est le fondateur de Navestit, qui est plateforme de crowdfunding en Alger. Donc, si tu nous entends, Haouch Kain. D'accord, très bien. Donc, du coup, Et entre parenthèses, je suis pas ça de près, je suis ça d'une façon très. moi, je suis ça de près. Je Parce garde, que je toi, garde reste, calme, normal, là, sans se mettre. Raho, notre invité VIP, Shamsuddin Habhoub, Raho, il a partagé le projet de loi de finances complémentaire 2020. Les commentaires. Ah, c'est génial. Ah, excellent. Voilà, donc du coup, pour ceux qui voudraient le lire, il est en commentaire. De toute façon, il est disponible sur le groupe Khebra. Donc, on a eu toute une discussion dessus et vous avez quand même des gens qui essaient d'investir dans la finance. Qui m'a comme il y a plein d'entreprises qui sont en train d'émerger en ce moment. Il y a plein d'entreprises qui sont en train d'émerger dans tout ce que fintech. Après, j'exagère un peu sur le mot, mais tout ce qui est fintech. Non, mais c'est le début, c'est les bases. On a besoin de ça. On a besoin de Justement, ça. mais c'est pour ça que je mets entre guillemets là tout de suite, mais voilà. Donc, que ça soit du Sharik Investi ou Khayma, et je pense de sources quasi sûres qu'il y en a qui vont arriver dans pas longtemps. Donc, du coup, écoutez, l'Algérien va les financer en 2020. Ce qui fait plaisir, yani, en soit dit en passant. Du coup, On peut ouvrir la parenthèse là, parce que je vois qu'on est déjà à 1h03. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir le call. je sais pas, on le finit quand tu veux. On finit quand je veux. حتى وين يأذن.
Alors, juste une parenthèse, on n'est pas dans la même zone horaire. Hein. On n'est pas dans la même zone horaire. Hanek ça fait 3 bonnes heures. Voilà. أنا عندي il est 6h07 minutes. D'accord, là, ça va pas va abréger alors. Je mets ça maintenant. À la base, ça devait durer 40 minutes, hein, juste au cas où. Ah oui, eh oui. Donc juste quelques points sur lesquels j'aimerais aller très rapidement. Bon, je pense que ce qu'il y avait dans la structure de départ sur parler sur tout ce qui est stratégie, critères, conseils et erreurs à faire, je pense qu'on en a déjà plus ou moins parlé. Dans En chacun. fait, il te reste 2 points. Il te reste 2 points du plan dont on avait parlé. On avait parlé des erreurs à éviter, des critères. Bon, on a parlé des critères. On a les erreurs et quelle relation entre l'investisseur et le porteur de projet. Si tu peux englober ça d'une manière, on a fini. Alors, par rapport au HADA, j'aimerais bien aller sur un côté plus ou moins pratique. Je vais aller sur je vais prendre comme exemple, vu que c'est Khibra et c'est un groupe réalisé autour de l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'entrepreneur au départ, le créateur d'entreprise. Quelles sont les différentes sources de financement qui vont accompagner ces étapes de vie, donc quel investisseur avoir au bon moment. Alors, juste, je fais un petit coucou là. Ider Mahfouf. Ider Mahfouf, il avait fait un commentaire aujourd'hui quand tu avais posté qu'il y allait avoir ce call, disant comment on obtient l'idée. Idir, je passe bientôt au micro. Saha. Comment? Idir, il passe bientôt au micro. Il le sait pas. Génial, génial, super. Donc, dédicace au futur, à la future personne qui passera. Donc, justement, elle est l'idée, et pour l'idée dans tout ça, et c'est une période qui vient un petit peu, on va dire, avant tout ce qui est création de l'entreprise. C'est la période où on est en train de réfléchir à l'idée, on essaie de construire et to build an idea. Là, pour la plupart, ils les appellent le pre-seed. C'est la partie de vie de le parcours de l'entrepreneur qui s'appellerait the pre-seed. Le pre-seed, c'est une terminologie que vous allez trouver très, très, très souvent si vous faites des recherches sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, sur les startups, etc. Seed, c'est quoi? C'est une traduction, le bedra en anglais. Voilà. C'est seed. Et l'idée, c'est que l'idée à l'entreprise d'elle, comme c'est juste bedra, et ensuite, tout ce qui vient après, c'est le bedra qui est et très souvent, le bedra ma t'nbetch. Ou la t'nbet ou ma t'mout. Donc, bref. Là, on va aller dans le meilleur des scénarios possibles, c'est-à-dire que tout est bien, tout se passe bien, etc. Donc, faire la période de pre-seed, mais c'est même pas عندكش بدرة. عندك برك une idée, ce serait bien de faire le projet ونديرو هكا ونبيعوا له هذا الشيء لا. هذايا ماشي projet, هذه ماشي même pas idée, هذه c'est une pré-idée. C'est la base première d'une idée qui peut devenir un jour un projet, qui à son tour le projet peut devenir une entreprise. Faire de la période, c'est principalement le seul financement que vous pourriez trouver, c'est du bootstrapping. Bootstrapping, c'est انت واش عندك في جيبك. ولا pas que ماشي انت واش عندك في جيبك. C'est par exemple, vous êtes étudiant, la fac, ça peut être votre projet votre mémoire de fin d'études. Vous êtes étudiant, je sais pas, en agroalimentaire, par exemple. Votre projet de fin d'études, ce serait la création d'une enzyme assez spéciale pour faire quelque chose, etc. Et du coup, durant cette période, le hulm, je fais un petit coucou à ma sœur qui est présente. Donc, la période, c'est en quelque sorte, c'est le laboratoire de recherche là en quelque sorte qui t'aide à réaliser justement les recherches, les études, etc., etc. Donc voilà, la période. Quelqu'un qui a juste une idée, tu peux aller chez n'importe qui, تقول له voilà عندي فكرة ندير كذا وكذا مد لي دراهم ما رايحش يمد لك دراهم. Alors, un conseil à l'ensemble des personnes qui sont ici présentes et qui font déjà ça, j'aimerais que vous sachiez juste que si vous allez quand même à une personne qui serait à même peut-être de vous financer, vous allez simplement vous griller. La prochaine fois, il ne va même pas te recevoir. Attends, je vois ce pre-seed. Oui, mais ouais. Là, par exemple, on a mis le seed et le pre-seed
dans une même catégorie qu'on a appelé plus ou moins le early stage pour expliquer le FFF, Family, Friends and Fools, يقدر يدخل في السيد. Ça, c'est beaucoup plus détaillé. J'aimerais juste que tu ne le partages pas pour éviter qu'il y ait La confusion. des incohérences avec ce que je vais dire. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que encore une fois, c'est pas pour rien qu'on a appelé, que j'ai dit, Anis appelle cette session l'investissement pour les nuls. Tout simplement parce que j'adore les livres, donc les livres jaunes, t'as la mécanique pour les nuls, la cuisine pour les nuls, l'informatique pour les nuls, etc. Pas dans le sens que vous êtes nuls, on n'oserait jamais, mais dans le sens de vulgariser, de rendre les concepts beaucoup plus faciles à comprendre. Donc, au début, on a à peu près une idée, si on peut avoir accès à un laboratoire de recherche, etc. Juste pour avoir mais vraiment une petite maturité par rapport à cette idée et finir avec au moins un projet. Car voilà, mon produit, il sera fait kda ou kda ou kda. Mais là, dans le meilleur des cas, vous finissez avec un prototype. C'est-à-dire que ni touché ni rien du tout. Vous finissez pas qu'avec un prototype. Vous avez un prototype de quoi va ressembler votre produit final. Ensuite, après ça, on va passer au seed funding. La famille Hadith, le seed funding, inclut les 3 F, family, friends and fools. Donc la famille, les amis ou les fous, les habel. Votre famille, parce que tout simplement votre famille, parce que tu en as besoin. Tes amis, parce que tu les fais chier. Désolé du terme, mais avec un petit naya. Donc, vous m'excuserez de la terminologie que je vais utiliser. Donc, parce que la famille, les amis, parce qu'ils en ont marre de toi en train de leur dire, j'essaie de lancer ça, et troisième fois, parce que tu y vas avec presque rien, juste avec un petit prototype dessiné sur une feuille ou la même construit, etc. Et la personne va quand même, elle va te donner de l'argent. Et en plus de ça, il y a aussi, de la période, il y a les incubateurs. Les incubateurs qui, dans la plupart du temps, vont investir en toi, mais ils vont investir en toi en termes de temps. Ils vont t'offrir un bureau, ils vont t'offrir du coaching, toutes ces choses qui, logiquement, vont te coûter énormément cher, mais que tu auras gratuitement via l'incubateur. Mais aussi, c'est là que se joue le rôle des business angels, les investisseurs providentiels. Dans 15 minutes, coupe la cam. Anis, s'il te plaît, lol, Mehdi ira en cacahuète. Bon, je ne sais pas si vous me recevez toujours parce que j'ai perdu l'image de Anis. Est-ce que quelqu'un peut écrire un commentaire dans le cas où je suis toujours en ligne avec vous? Keep talking. Ok, thank you, Sohaib. Donc, et vous me recevez toujours? Avec Fad l'Hsab, ça va être un one-man show. معلش. Donc, on était sur le seed funding. Donc, on a dit que les différentes sources d'argent, on a les 3 F, family, friends and fools. On a le bootstrapping aussi. إذا مازال عندك دراهم. On a les business angels. Ces personnes qui ont de l'argent, qui ont un petit peu d'argent à investir en toi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent les عندهم, ce qu'ils vont investir au final, ça va être très petit, énormément petit. Mais le business angels, il ne te donne pas que l'argent, et c'est ce qui est le plus intéressant que le business angels, c'est qu'il t'offre son carnet d'adresses. Le business angel, il te donne accès, ses contacts, son savoir-faire, etc. C'est pour ça que le business angel, en général, et dans la plupart des cas, on va dire 90% des cas, il investit que dans des secteurs dans lesquels il est à l'aise. Mais Shintaya, tu es dans l'agroalimentaire, tu vas essayer d'avoir de l'argent via quelqu'un qui est dans le domaine des IT. Parce qu'au final, c'est pas que de l'argent qui te donne, c'est tout un package d'argent et de savoir-faire, donc de coaching, etc. Donc c'est un tout. Ou la deuxième partie, donc qui est le seed funding. Donc pour récapituler les choses, donc c'est les sources d'argent, c'est les 3 F, le bootstrapping, les business angels et les incubateurs. À la période, elle sert à quoi? La durée de vie de ton entreprise, elle t'aide à, premièrement, faire des études de marché, parce qu'au préalable, tu as le produit ديالك, le prototype, mais tu n'as pas encore une idée claire sur رد فعل
le marché, رد فعل السوق على المنتوج ديالك. Donc à partir de là, à la période, ça va te financer. Tu restes l'incubateur, tu es coaché par des coachs en finance, en marketing, en communication, etc. Ils vont t'aider à construire un business plan qui est solide, ils vont t'aider à construire un business model Canva, ils vont t'aider à construire un financial model, etc., etc. Donc, voilà, c'est la connaissance de ton produit, ton marché, faire une relation assez directe entre des prévisions qui ont une relation avec l'argent, etc., et ton produit, et aussi faire ce qu'on appelle du product development. Parce que logiquement, c'est dans cette partie-là que l'on produit le premier produit. Donc, on passe du prototype au MVP. Désolé, je connais pas la terminologie car le MVP en français. Qui à l'époque commerce. Moi, j'ai fini mes études en 2012 et le MVP a commencé à se faire connaître aux États-Unis pour les années 2010-2011. Donc, donc le MVP, the minimum viable product, c'est le produit minimum à vendre. Produit minimum à vendre, c'est pour caricaturer les choses et rendre la chose assez simple à comprendre, c'est par exemple le produit d'Yelcom. C'est une table بالجناح باش تطير. Le MVP, ce sera ou bien الجناح وحدهم, الجناح اللي tu peux تركب في n'importe quelle table, ou là la table وحدها. Mais un seul MVP. ماشي deux MVP, ماشي trois MVP. Et ça, c'est une erreur qu'on trouve énormément à plusieurs jeunes qui sont entre autres les incubateurs, c'est que ils te parlent directement à un éventail. Désolé, problème de connexion, désolé. Il est revenu, مرحبا بك. Désolé. Donc راني انا نهضر راني désolé, la coupé de connexion, ما فهمتش كيفاش. C'est pas grave. Donc voilà, donc c'est la période aussi que vous allez construire votre MVP, le minimum viable product. Et comme je disais, donc les incubateurs, il y a justement cette différenciation et ils partent très souvent sur plusieurs MVP différents, alors que non, vous partez sur un seul MVP parce que la période qui est comme je vous l'ai dit le seed funding, qui est financé par les 3F, Angel Investors, Incubator and Bootstrapping aussi. Dans la période où vous êtes en train de développer votre produit, vous lancez un MVP sur le marché, vous collectez les données, vous essayez d'avoir un maximum de feedback par les consommateurs, vous faites des routes comme on dit, des petits changements, vous faites un nouveau produit, vous le relancez, etc. Le produit minimum viable. Voilà, merci. Question incubateur vs incubateur en Algérie, piste d'amélioration à proposer. J'ai pas compris. Ah, VS. Ouf. Ça, c'est un autre sujet, ça c'est. C'est complètement un autre sujet. Désolé, Ider. Je pourrais te répondre sur Messenger tout à l'heure. Dialogue en coordinateur, juste pour discuter, mais oui, c'est un autre sujet. Je n'ai plus de voix, je vais écrire. Oui. Ah, je te dis un de ces jours. Voilà, donc d'ailleurs, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est la vie d'une entreprise et aussi du financement de l'entreprise, c'est là qu'on rentre dans les series. Series A, Series B, Series C, les séries A, B, C. On peut, c'est aussi des écoles de pensée. Chaque école de pensée, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez nouveau. Chaque école de pensée, elle a une certaine dénomination, elle a une certaine façon de voir les choses. Moi, j'aime bien série A, B, C, on s'arrête au C, qu'il y a une certaine qui me le E. Mais voilà, l'important c'est le sens, ce n'est pas les dénominations. Donc, en quelque sorte, après le seed funding, on a fini avec un produit fini. C'est bon, on a un produit, etc. On a fini notre incubation, on a un super business model, etc. À partir de là, on rentre la série A, où le plus gros problème qu'on a, c'est le problème du recrutement. On n'a pas d'argent pour recruter. Et c'est ça le gros problème. Les entreprises que j'ai pu rencontrer les 2 dernières années, leur souci au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont un énorme besoin de recrutement, mais ils n'ont pas les moyens de recruter. La partie, ce n'est pas le business angel peut se mêler,
il peut donner aussi de l'argent par rapport à ça, mais ce n'est pas son rôle principal. Le rôle principal d'Yellow, justement, c'est le tout début, parce que le tout début aussi, le business angel, c'est pas un gros investisseur qui va donner d'énormes sommes d'argent et que donc il peut se permettre de faire une réelle négociation avec toi. Business angel, c'est il te donne une petite somme d'argent, le tout début, qui te etc., pour essayer d'avoir un maximum de parts, parce qu'il flaire que tu iras très loin. Donc c'est ça le business angels. Il faut éviter d'aller essayer d'approcher un business angels dans d'autres étapes de vie de l'entreprise parce que ça servira pas à grand chose. Donc, faites la partie, win, pour le recrutement, tu as le choix logiquement. Alors, et le recrutement et aussi le côté recherche et développement parce que recherche et développement, ça doit être présent et rester tout au long de ton entreprise. Parce que c'est dans cette partie bien particulière qu'on va essayer d'avoir de l'argent via des venture capitalists. Les venture capitalistes, c'est-à-dire des personnes qui vont acheter des actions dans ton entreprise, qu'on va éventuellement vendre des obligations, qu'on va éventuellement essayer de prendre contact avec tout à l'heure, la matrice tout à l'heure, des fonds d'investissement pour essayer de leur proposer notre entreprise, leur dire c'est une entreprise qui vaut le coup, etc., pour essayer d'avoir de l'argent. Donc, il y a les points. Le bon côté, parce que là, on va s'adresser à un nouveau marché de l'investissement qui est beaucoup plus sérieux. Et faire l'étape de vie à l'entreprise, tu as déjà fait tes preuves. Tu as déjà évolué sur ton produit. Tu as déjà des clients qui te connaissent, que tu connais. Tu n'es pas juste une idée. Tu es quelque chose de respectable. Donc, tu as des documents à partager. Tu as réellement un pitch deck à créer et à proposer. Donc, faire la partie, les justement, le ownership stock. Et entre guillemets, faire la partie, et on revient le crowdfunding. C'est faire de la partie, win, ce n'est pas toutes les entreprises qui arrivent à obtenir de l'argent de cette façon. Et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose de tout à fait normal. Si vous réussissez à trouver des investisseurs facilement et rapidement, donc vous êtes les maîtres du monde. Et je connais pas beaucoup de maîtres du monde. Je ne connais aucun d'ailleurs. Donc la partie, elle est très, 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 très difficile. Vous allez essayer plusieurs fois, vous allez peut-être même vous endetter plusieurs fois, et dans le meilleur des cas, oui, ça va marcher. Dans d'autres cas, ça ne va pas marcher. Donc, parmi les différentes pistes que vous aurez, l'une des pistes, c'est d'abord d'essayer de revoir les choses pas aussi grand qu'on aurait aimé les voir, mais essayer de réduire coulage, de revenir carrément sur un MVP, un produit minimum à valoriser, etc. L'autre côté, c'est d'aller vers le crowdfunding. Et c'est à partir de là qu'il y a justement est-ce que c'est de l'investissement, est-ce que c'est pas de l'investissement? Tout simplement parce que les investisseurs dont l'investissement est vraiment leur métier, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent que les entreprises qui vont vers le crowdfunding, vraiment donc en quelque sorte, personne ne leur a fait confiance en termes d'investisseurs parce que c'est des investisseurs qui, il faut le savoir, quand vous les approchez, ils vous demandent vos rapports d'audit, ils demandent à faire ce qu'on appelle la due diligence. La due diligence, c'est faire une enquête de A à Z. Si tu as une pâtisserie, tu veux ouvrir une chaîne de pâtisserie à travers l'Algérie, ils vont faire une enquête. Est-ce que c'est un diplôme de pâtissier? Est-ce que c'est Est-ce que KDA? Ils vont envoyer des personnes chez toi, ta pâtisserie, pour acheter des gâteaux, les goûter. Ils vont faire des questionnaires la pâtisserie pour voir est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils ont l'intention de rester là-bas longtemps ou là pas longtemps, par rapport aux ressources humaines. Ils vont faire d'autres études par rapport à tes clients, ils vont les contacter, etc. Est-ce que vous êtes satisfait du produit ou du service, est-ce que vous n'êtes pas satisfait du produit et du service, et tout cela se fait réellement. En Algérie, mais la maturité, mais encore une fois, avec l'accélération de toutes les énergies, il est clair et net qu'on va y arriver plus vite qu'on le pense, et tout cela va se passer. Donc, encore une fois, la transparence, parce que si tu mens, ça va se voir et ça va se savoir. Donc voilà, donc Hadouk qui ne réussissent pas, c'est là ils vont le crowdfunding, parce que le crowdfunding, il faut pas se mentir, c'est beaucoup plus souple. C'est vrai qu'il y a dans toutes les entreprises de crowdfunding, il y a des équipes en interne qui font aussi une certaine due diligence sur ton produit, sur toi, etc. Mais ce n'est pas une due diligence aussi poussée
que celle faite par un investisseur standard. Ensuite, via cette plateforme de crowdfunding aussi, ils n'auront pas accès à toutes les informations. Vu que le crowdfunding, on le rappelle pour les personnes qui sont présentes, forcément ce que c'est. Le crowdfunding, c'est l'utilisation d'Internet pour récolter autant d'argent qu'on le veut, mais via des petites sommes. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple des Rahom Hnaya, c'est Abdelwahab Nouar qui me donne 5 dinars, Eden Nasr Belikbir qui me donne 5 dinars, Maya Ben qui me donne 5 dinars, Nisrine Sharfa qui me donne 5 dinars, etc. C'est-à-dire des petites sommes via plusieurs personnes afin de pouvoir atteindre mon besoin en financement. Ça, quand on va personnellement, le bootstrapping, le bootstrapping, le crowdfunding, je suis fervent défenseur du crowdfunding, tout en disant que ce n'est pas la solution à l'investissement en Algérie, que premièrement, on a besoin de dizaines et de centaines de crowdfunding, des entreprises de crowdfunding en Algérie, ça d'une part, et d'autre part que le crowdfunding vient pour remplir un vide qui existe dans cet écosystème de l'investissement. Aujourd'hui, l'écosystème de l'investissement en Algérie, il est très faible. Les vides, ils sont beaucoup trop énormes. Ce n'est pas les entreprises du crowdfunding qui pourront répondre justement à ce problème. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure approche à faire. Mais bon, c'est une approche qui a été faite par le gouvernement actuel, qui est à encourager, parce qu'il fallait le faire un jour ou l'autre. Le plus tôt, c'est le mieux. Mais voilà, mais ce n'est pas que ça et un appel public. On attend beaucoup plus que ça parce que ce n'est pas du tout assez. Donc, et par rapport à l'assimilation, le bootstrapping, je sais pas, le bootstrapping, le crowdfunding. Le crowdfunding ou là, le financement participatif, premièrement, c'est excellent pour tout ce qui est le secteur de la création, c'est-à-dire tout ce qui est artisanal et tout ce qui est artistique, parce que quand vous êtes chanteur, que vous voulez produire votre premier album, ou là que vous voulez faire votre première tournée. Meilleur exemple, c'est My Major Company en France. Hein. Exactement. Et on voit la réussite. Le crowdfunding ça a bien marché. Ça a très bien marché, même qu'il y a eu de belles dividendes. Donc, des dividendes juste très belles. Donc voilà, pour moi, le crowdfunding, d'ailleurs, j'ai cette déformation balèque d'assimiler très souvent le crowdfunding aux activités artistiques et autres. Et surtout que j'ai pendant à peu près, on va dire, un an et demi, une casquette qui compte mes années en Algérie, une casquette de manager artistique. J'avais beaucoup d'artistes que j'aidais, etc. Et le financement chez l'artiste est juste impossible en Algérie. Mais chez elle est difficile, ou là elle est très difficile, ou là elle est extrêmement difficile. Elle est impossible quand vous êtes jeune artiste. Vous êtes obligé d'avoir des créations passées, entre guillemets des MVP. Les rohinta ou malabèche qui fait tu vas financer ça. Pour au final espérer avoir des formes de sponsoring, de la publicité à la télé. Donc voilà, si on pouvait الشعب الجزائري كما يقول لك الشعب الجزائري ذواق الشعب الجزائري ذواق quand on voit toutes les critiques qu'il y a entre autres sur les productions ramadanesques كل عام في رمضان يقول لك هذا l'acteur il a pas un bon jeu d'acteur هذا la publicité parce que c'est des artistes aussi derrière la publicité la publicité elle est pas bien, etc. Tout le domaine artistique peut facilement être financé par le crowdfunding. Ensuite, le crowdfunding, il est assimilé. Qui avait donné la bonne réponse par rapport au Raddaya? Kalem Khaliwati. Exactement. Comment ça, par rapport à le financement Mosbit? Encore une fois, on n'a pas besoin d'aller copier des modèles qui existent en Europe, qui existent aux États-Unis, etc. On a un patrimoine algérien en termes de savoir-faire, en termes de gestion, etc., qui est juste incroyable. Et justement, l'exemple du crowdfunding, et c'est un crowdfunding qui est chez les Mozabites qui est beaucoup plus évolué, parce qu'il y a des siècles, donc ils ont évolué. Le crowdfunding tel qu'on le connaît maintenant, c'est en quelque sorte l'Asad Hajari, le crowdfunding qu'on connaît, qui existe chez la communauté Mozabite. Qu'est-ce qu'ils font, la communauté mozabite? C'est que
on sait parfaitement que Kamel Mzabia, à travers l'Algérie, عندهم les quincailleries. وعلاش عندهم les quincailleries. Tout simplement, quand tu es un jeune mozabite, que tu cherches, que tu essaies de te lancer un business X, en l'occurrence une quincaillerie, la première étape d'y aller, comment ça va se passer? C'est que chaque quincaillerie qui appartient à un mozabite va te donner un produit. C'est-à-dire que جيب باطا مسامر عند هذا، جيب باطا مسامر Y عند هذا، جيب ان كارطون تاع لي مارتو عند هذا، etc. باش تعمر الحانوت ديالك. La première fois où tu remplis ton magasin, tu le remplis gratuitement. Donc tu reçois justement ce mode de financement participatif. C'est l'ensemble des membres de la communauté qui participent باش يعمروا لك الحانوت. Ensuite, ils te demandent pas à les rembourser. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a aussi des modes, le crowdfunding où c'est des dons qui fonctionnent encore plus d'une façon meilleure que les crowdfunding où il y a une prise de participation, etc. Donc, comment en quelque sorte tu les rembourses? Il y a le principe de la coopérative. Ils s'organisent des formes de coopérative non officialisées, mais juste une certaine entente بيناتهم entre les quincailleries pour négocier en groupe l'achat de leurs produits. Et donc, grâce aux économies d'échelle, etc., ils réduisent le coût. C'est pour ça que une quincaillerie qui appartient à Mzabé, que les prix sont moins chers qu'une quincaillerie qui est à Mzabia. Tout simplement parce qu'il y a justement ce principe de la coopérative. Et voilà, c'est-à-dire que c'est un exemple qui est juste incroyable. S'il y avait moyen qu'aujourd'hui les autorités publiques puissent penser à un modèle similaire, mais pas uniquement, c'est-à-dire dans l'ensemble des industries possibles et imaginables, dans les secteurs d'activité possibles et imaginables, qu'est-ce qu'on aura au final? On aura au final Anis ou Mehdi qui يروحوا leurs produits, ils vont les acheter moins cher parce qu'il y aura eu justement tout ce système et donc ça va augmenter notre pouvoir d'achat. Et à côté de ça aussi, toutes ces personnes, tous ces magasins, tous ces producteurs, etc., qui vont ensemble acheter de grandes quantités, ils vont avoir un meilleur pouvoir de négociation auprès des fournisseurs, surtout quand on parle justement à la balance commerciale, où on est en train d'importer, etc. C'est-à-dire que les solutions, la solution, donc voilà, Hadi, c'était une petite voire une très grande parenthèse à le crowdfunding. Donc juste pour récapituler les choses, qu'on a fait le pre-seed qu'on a le laboratoire de recherche, etc. pour faire mûrir ton idée. Ensuite tu passes au seed funding où on a les incubateurs, les business angels, la famille, les amis, les fous, etc. Oui, le but, c'est de faire des études de marché, des études financières, des études de faisabilité, etc. Ensuite, on passe vers le série A qui inclut principalement donc des venture capitalistes, des investisseurs tout à l'heure, la grande matrice Hadik. Oui, tu vas éventuellement aller vers le crowdfunding, ou là même essayer de repêcher des anciens investisseurs, etc., des anciens business angels. Et dans ce cas-là, ça va être principalement pour financer le recrutement de tes employés, mais aussi la recherche, tout ce qui concerne la recherche et développement. À partir de là, ok, la BSB, la Kenjaht, etc., mais tu veux t'agrandir, tu veux aller vers beaucoup plus de marchés. Et c'est à partir de là qu'on passe de la série A, la série B, et dans ce cas-là, ça va être des venture capital firms. Venture capital firms, c'est-à-dire, au lieu que ce soit la première partie de la matrice tout à l'heure, ça va être la deuxième partie de la matrice, mais ça va être avec des organismes qui sont beaucoup plus grands, des capital risqueurs et des private equity qui sont beaucoup plus grands, qui ont une capacité financière à la hauteur de tes besoins à toi. Et on finit, qui marque qu'ensuite il y a la série C, il y a certains qui y a la série D, etc. Vous pouvez continuer à évoluer selon. À chaque fois qu'il y a un nouveau kata, une super grosse entreprise qui organise quelque chose, on essaiera de mettre des noms sur ça. Donc la série C, en quelque sorte, c'est
c'est voilà, vous avez réussi, vous êtes ultra grand, ultra gros, vous avez des marges incroyables dans votre marché. Et dans ce cas-là, vous essayez de construire une politique globale, c'est-à-dire être une multinationale, être présent. C'est la série A pour les grands. C'est la série A pour les très grands. Voilà. Et à partir de là, automatiquement, vous n'allez pas demander de l'argent à votre famille et vos amis, parce qu'ils n'ont pas assez, ni à des business angels, parce qu'ils n'ont pas Ils assez, sont pas assez. etc. Et à partir de là, c'est là les rentre en jeu tout ce qui est les hedge equity. Hedge equity, c'est comme les private equity, mais beaucoup plus grand. Et rentre aussi en jeu les banques d'investissement. Comme la Banque africaine d'investissement, comme la Banque européenne d'investissement. C'est en général des banques. Il y a des banques étatiques d'investissement, mais les plus importantes, ça reste on va dire les banques continentales. Moi, Mhm. c'est absolument le maximum. Et dans ce cas-là, c'est réellement pour aller à l'international dans le plus souvent des cas. Donc voilà en quelque sorte qui fâche chaque investisseur avec chaque partie de vie de votre entreprise. Génial, c'est très complet. Moi, je connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait aller en série C. On peut aller jusqu'en série E, H. Non, je savais pas. Pour moi, ça s'arrêtait à série A, B. Généralement, ça s'arrêtait. Pour moi, hein, je te parle de Oui, my oui, knowledge. Je m'arrêtais à série B généralement. oui. Mais en même temps aussi, fait le genre de cas, il faut pas se perdre les discours académiques qui essaient de toujours donner des noms sur des choses. Il faut juste comprendre le principe. Plus tu grandis, plus tes sources d'investissement ne seront pas les mêmes, plus ils vont grandir avec toi. Et c'est tout à fait normal. Donc, si là on apprend que je ne sais pas, qu'une super grosse, on va dire que la Sonatrach essaie de faire une levée de fonds importante, on va pas dire qu'ils sont en série A ou là en série B ou là, Ça, même pas en série C. On dira qu'ils sont en série D ou la E, etc. parce que ça va être très important. ok. C'est très clair. Moi, je connaissais pas, donc du coup, moi, je pense que je vais approfondir ça. Je vais essayer de partager ce que je trouve comme recherche sur le groupe, du moins pour que vous puissiez avoir un minimum de bagages en même temps que moi, du coup. Et Voilà. Donc, quand j'ai perdu ma voix. pardon? Ah, j'imagine. Donc, je pense qu'on va clôturer par contre ici. Je pense qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions. Moi, je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup tué surtout, parce que c'était super intéressant. Eh ben, tant mieux. Heureux que ça te plaise. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Écoutez, je pense que de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les poster sur le groupe. Mehdi est très actif dessus. Ça lui dérange pas de répondre sur le groupe de temps en temps. N'est-ce pas, Badé? Ou là, si c'est des questions très, on va dire, d'un caractère assez spécifique par rapport à vos besoins et que vous voulez pas juste les mettre en public, vous pouvez me contacter de préférence, s'il vous plaît, sur LinkedIn, pas sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, vous avez mon nom écrit, Mehdi Atmani. Vous m'ajoutez sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions, mais aussi d'apprendre de vous parce que je suis sûr que toutes les personnes qui étaient présentes n'étaient pas forcément d'accord sur avec tout ce que j'ai dit ou là qu'ils ont une certaine façon de penser qui est différente. Personne n'a la science infuse, personne ne sait absolument tout sur tout. Et il y a tellement de cas et le monde en ce moment, il est en train de changer d'une façon juste incroyable. Déjà, l'Algérie est en train de changer avec justement l'émergence des nouvelles initiatives autour de la tech, autour du financement, etc. Et à côté de ça, le monde aussi, il est en train de changer et il est très difficile pour tout le monde, absolument tout le monde, de rester à jour et de rester à la page. Donc, plus il y aura de partage, si on arrivera à surmonter tous les challenges qui sont en face de nous. Donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Voilà. Voilà, je pense qu'on va clôturer sur ces quelques paroles que l'on connaît tous. Écoute, merci beaucoup, Mehdi, pour ton temps. On t'a retenu un petit peu plus enfin, 1 heure de plus que prévu. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est génial. Écoutez, si vous avez des questions, je vous le dis, je vous le répète, n'hésitez pas à revenir sur le groupe. On répondra à toutes vos questions, même si je sais pas. Je ne sais pas tout, du coup. Comme je vous le disais, on taguera Mehdi. On a d'autres personnes qui sont spécialisées dans ça. Si vous n'êtes pas avec nous dans le groupe ou sur la page, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, ça me fait plaisir qu'il y a la newsletter, il y a tout ça. Même Mehdi, de temps en temps, on nous partagera des petits articles ou des petits coups de cœur qui va nous partager. N'est-ce pas, Mehdi?
Non. Hein? Non, ça. Juste pour anecdote, il y a nos clients qui ont pu rester jusqu'à maintenant, qui ont pu supporter nos voix et nos présences. C'est que il y avait un post sur le groupe Tahibra. J'ai fait l'erreur de ma vie. Je dis bien l'erreur de ma vie. De commenter Oued Anis, pour ne pas utiliser d'autres termes, je vais utiliser son prénom, Anis, et qui te met directement en commentaire live. Ouais, non, je sais pas, genre, on va mettre ça sur le compte de Ramadan, sur le compte de la fatigue, je sais pas. J'ai fait une seconde erreur que je n'ai pas compris. Je croyais qu'il les livres ou un truc comme ça, je sais pas. Et là, il m'écrit, voilà, tu nous fais un live, etc. Et là, tu peux ou un truc comme ça. Et là, je vois genre T'es à cause toujours. T'es à cause des toujours. personnes qui me connaissent, qui mettent des likes, etc. Et là, genre, je me suis dit, ok, si je dis non, Medjayash, ils vont se dire soit il se la pète, soit il a demandé de l'argent, soit un truc comme ça. Et voilà. Et donc, j'ai dit oui. Ah ouais, on est potes aussi, hein. Je précise, on est potes depuis 2013, 2012, 2013. Donc, il a fait ça pour moi. Je vous garantis qu'il l'a fait pour moi. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, Mehdi. Je te revaudrai ça. Je te dois un chapat fi Bel Khadim. Inch'Allah, ou ailleurs. Inch'Allah. Et Entre-temps, voilà, ça fait plaisir. Merci. très bon courage à toi, Agnès. Très bon courage à l'ensemble des entrepreneurs en herbe. On aime les entrepreneurs en herbe. On les encourage. Vous allez sûrement trouver ça très difficile. Tous les acteurs, moi inclus, Anis inclus, etc., on essaie de rendre ça beaucoup plus séduisant pour vous. Mais en vrai, c'est pas du tout séduisant. En vrai, c'est très difficile. En vrai, vous allez vous casser la gueule. Mais le pire de tout ça, c'est que vous allez adorer vous C'est vrai. casser la gueule parce qu'au bout d'un certain moment, vous allez vous en rendre compte que c'est une drogue et vous ne pouvez pas faire marche arrière. Et on a beaucoup de drogués en Algérie avec de mauvaises drogues. On a besoin de beaucoup de drogués avec cette drogue. Là, mais c'est dit. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Donc, il n'y aura pas de live par contre lundi. Donc, je pense que Mehdi et moi, bon, Mehdi, il est loin, il est très loin d'ici. Donc, je pense qu'on va lui faire plaisir. On va lui dire ça haïdik, Mehdi. Merci Donc, beaucoup, merci beaucoup. ça haïdik, Aïdik Moubarak. C'est dimanche. C'est dimanche. Donc, ou peut-être samedi, on verra. Du coup, ça haïdkoum Moubarak. Il n'y aura pas de live lundi. Peut-être jeudi. Je vous tiens au courant une fois que j'aurai booké le prochain intervenant. Bra khair. صحة فطوركم. صحة وبقاو على خير. Salut. Reste en ligne, Mehdi, reste en ligne. Je reste.